Alors, on va mettre l'écran. Bonjour les collègues. Bonjour tout le monde. Donc on a déjà des participants, super. Alors je vais ouvrir la fenêtre du chat. Ouais, elle masquera un petit peu Dana, mais tu me diras, je pourrais la bouger si jamais ça te gêne. Ok, super. Bonjour Alexandre, bonjour Nathalie, bonjour Céline. Super. Voilà. Donc là, on est bien. On a vérifié l'heure, mais je pense on va démarrer. Nadine, bonjour Nadine. 10h01. Roxane. Donc on a plein de collègues d'Anna ils sont fidèles. Christine, coucou Christine, de Menton, Cordoue à Menton. Ok. Si c'est bon pour toi, on démarre. C'est bon, on démarre. Alors, donc, rebonjour, merci d'être là. Donc, on est sur ce flash pratique aujourd'hui concernant les particularités sensorielles. Alors, avant de démarrer, toujours les petites présentations d'usage. Donc, les flashs pratiques vous sont proposés par le pôle ressources handicap, qui est financé par la CAF et le département. Ensuite, le PRH, il est porté par l'association Happy End. Happy End, je vous rappelle, c'est une association qui existe depuis 20 ans maintenant et qui accompagne des jeunes en situation de handicap. On a 3 pôles. Un pôle jeune avec une monitrice éducatrice qui accompagne des jeunes sur des temps individuels et sur des temps collectifs. On a également un pôle aidant qui s'adresse aux familles, aux parents pour proposer des temps de répit, des ateliers, une écoute psychologique également. Et puis le troisième pôle qui nous réunit, le PRH. Aujourd'hui, on accueille Dana Massad, ergothérapeute. Alors, évidemment, je ne cache pas ma joie, Dana, parce que comme vous le savez, donc j'avais fait une introduction sur la sensorialité au mois de septembre, et puis j'avais prévu au mois de décembre de conclure la thématique de ce deuxième semestre par les particularités sensorielles. Mais il était évident que j'avais besoin de quelqu'un dont c'est quand même la formation, le métier, et avec une expertise qui permet de pouvoir être plus précis dans ce qu'on va pouvoir présenter. Donc, je vous présente Dana, ergothérapeute. On s'est rencontrés, vous l'avez vu la dernière fois au mois de novembre, sur le flash pratique de l'unité mobile polyhandicap, puisque Dana, elle est coordo, c'est ça, oui, coordinatrice sur l'unité mobile. Sur l'unité mobile. Mais aujourd'hui, tu viens en tant qu'ergothérapeute. Okay, merci de m'accueillir. Merci, bonjour à tous. Et du coup, Dana, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours? Mon parcours, oui, du coup, je suis ergothérapeute. J'ai commencé au départ auprès d'un public âgé, en service fermé auprès d'un public qui est atteint de maladie d'Alzheimer et apparentée. Ensuite, j'ai enchaîné sur un accompagnement auprès des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Et puis, depuis 2015, auprès des enfants en situation de polyhandicap. Voilà. Est-ce qu'on rappelle l'unité, enfin, là où tu m'as accueilli, l'EAP? Oui, d'accord. Oui. Alors du coup, donc en fait, l'unité mobile polyhandicap est rattachée à l'EAP, donc l'EAP Henri Germain, qui est un établissement qui accueille des enfants et adolescents polyhandicapés. Et du coup, ce service mobile a été créé en 2019. Oui.
Il a évolué. Au départ, une infirmière coordinatrice avec une secrétaire médicale. Et puis, au fur et à mesure des organisations, ça s'est étoffé. L'équipe s'est un peu étoffée. Donc, on a pu la présenter la fois dernière. Et voilà, en fait, c'est l'union de l'Enval. l'Enval et la DAPEI, Voilà. qui est une association de parents. Voilà, ok. Mais on est rattaché à Henri Germain qui fait partie de l'Enval. Voilà, ça c'est important de le préciser. Ok. Est-ce que, alors, les collègues, vous êtes déjà très nombreux. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est ok au niveau de l'image et du son? Est-ce que vous nous entendez bien? Et est-ce que vous voyez bien le diapo? Et au niveau du son aussi, parce que du coup, Doriane, coucou Doriane de Levins, super. Lauriane, j'en profite pour te mettre à l'honneur parce que tu as fait un travail remarquable. Doriane, elle est sur Levins, sur les accueils de loisirs, et elle a mis en place tout un tas de choses autour de la sensorialité, de l'accueil des enfants. C'est magnifique. Et elle m'a transmis une synthèse là très récemment. Je suis épatée par par toutes les idées qu'elle a eues et l'implication et tout ce qu'elle fait pour l'accueil des enfants. C'est magnifique. Alors, du coup, tout le monde nous dit que c'est parfait au niveau du son, de l'image. Ok, super. Coucou Caroline, Marie, pas de souci. Célia, tout est ok. C'est parfait. Alors, du coup, on démarre. On fait comme d'habitude, les collègues, c'est-à-dire que j'ai un œil sur le chat. Vous n'hésitez pas à nous interpeller pour une question, une remarque, voilà. Et puis, je vois avec Dana pour soit t'interrompre par moment pour répondre. Ou est-ce que tu préfères qu'à la fin, qu'on réserve les questions pour la fin du diapo? Ou est-ce que ça te gêne pas d'être interrompu Non, ça me gêne pas au fur et à mesure, hein, éventuellement? D'accord. dans l'échange. Ouais, c'est copine. Ok. Donc, du coup, on est ensemble jusqu'à 11h30 et on fera en sorte de s'arrêter comme d'habitude à 11h25 pour les quelques minutes de sondage. Je vous le redis, les collègues, c'est important pour nous que vous puissiez répondre au sondage parce que c'est ce qui nous permet justement soit de réajuster, soit en tous les cas de justifier que ces flashs pratiques ont lieu d'être et répondent à un besoin. Voilà, donc je vous en remercie par avance. Bonjour Geneviève. Ok, donc c'est parti. Alors, vous vous souvenez que sur voilà. Donc, je vous ai remis juste au démarrage pour euh, qu'on revienne dans cette thématique. Je vous ai remis les petits rappels selon lesquels les expériences sensorielles font complètement partie du développement de l'enfant, y participent grandement et jusqu'à presque l'adolescence, on peut dire ça, hein, l'enfant découvre vraiment le monde par son corps et jusqu'à l'adolescence, il a plus une expérience sensorielle qu'une expérience langagière. C'est après, avec l'adolescence et puis le monde adulte, que du coup, j'ai l'impression que le langage reprend la place sur le corporel. On en oublie presque un peu des êtres. Un peu dommage. Oui, des êtres sensoriels. Mais voilà, ça me paraissait important de repartir de ça en se disant que la part sensorielle, elle est complètement, elle nous constitue à part entière. Alors, est-ce qu'on peut tourner les pages? Oui. Alors, les 7 systèmes sensoriels principaux. Hein, donc, on se rappelle que, en tous les cas pour ma part, ceux qui étaient évidents pour moi, c'était bien la vue, l'odorat, le goût, le toucher et puis l'ouïe. Mais il y avait deux autres systèmes sensoriels importants, et vous allez voir qu'avec Dana, j'en ai découvert encore deux autres magnifiques. Il y a aussi, du coup, deux autres systèmes sensoriels fondamentaux qui sont le système vestibulaire, le sens du mouvement et de l'équilibre, et ce qu'on appelle la proprioception, le sens de la position. Alors là, du coup, c'est la Dana. Je te laisse reprendre la main.
Du coup, le système vestibulaire, c'est tout ce qui va permettre de renseigner les mouvements du corps par rapport à l'espace, qui va nous permettre de se réajuster. On est en permanence en équilibre, même quand on se tient debout, en fait, constamment, il y a de la rééquilibration du corps. Et pour pouvoir faire cette rééquilibration, il faut qu'il y ait des informations qui sont envoyées au cerveau. Et au niveau de la proprioception, ça va plus être renseigner le cerveau sur les positions du corps. Euh, Par exemple, si vous aviez l'opportunité de le tester, si vous étiez à deux, ce serait par exemple une personne qui ferme les yeux et l'autre personne à côté qui mobilise son bras et ses doigts. Et à un moment donné, va s'arrêter, va positionner le membre dans une certaine position. Et ben, même les yeux fermés, euh, on pourrait décrire dans quelle position est notre corps. Donc, quand on ferme les yeux, on est capable de dire si on a les doigts tendus, si on a les bras pliés, si on a les jambes croisées. Voilà, c'est ce qui va permettre de renseigner sans l'appui du visuel, en fait. Parce que dans notre corps, il y a des récepteurs partout, au niveau des muscles, des tendons, des ligaments. Et ces récepteurs-là, ils vont envoyer un message au cerveau pour renseigner sur la position. Donc c'est hyper important, en fait, constamment. On a besoin de ces deux systèmes-là pour comprendre l'environnement et notre propre corps, comment il se situe par rapport à cet environnement. Du coup, on avait mis l'exemple qu'on ne perdait pas nos pieds quand on montait sur une échelle. Oui, C'est bien que ces systèmes-là sont complètement. agissants. Complètement. Ça veut dire que si on avait une défaillance à ce niveau-là, ça nous demanderait énormément d'efforts pour pouvoir du coup compenser par le regard, voilà, par le toucher, par les autres sens en fait. Alors que du coup, quand ils sont vraiment intégrés, on n'a pas besoin, on peut monter sur une échelle. Et d'ailleurs, du coup, il y a des personnes qui ont un peu plus de difficultés Mhm, pour ces activités-là. Voilà, on le verra plus tard. mhm. Ok. Ça Et du rentre coup, là-dedans. notre corps s'adapte constamment. Ouais. Ah, c'est une machine extraordinaire, Oui, on a hein, beaucoup dans l'inconscient en fait, mais ça se construit au fur et à mesure du du développement en fait. développement. Oui. C'est au Oui. fur et à mesure des expériences sensorielles, c'est notre système va se construire. Alors, on est d'accord que dans le milieu de la petite enfance, on n'a pas attendu ces données-là vraiment Non. concrètes sur la sensorialité pour venir stimuler et accompagner ce développement-là. Néanmoins, il me semble que le fait aujourd'hui d'en avoir connaissance et du coup d'en avoir conscience, ça permet d'affiner et de préciser l'accompagnement éducatif. C'est-à-dire que l'adulte accompagnant est vraiment en conscience que quand il fait telle action, Hmm. il vient stimuler ou en tous les Oui, cas aider à développer ouais, oui, ça ces redonne du sens. sens au travail qui est mené, à l'accompagnement qui est mené auprès de ses enfants. Et voilà l'intérêt que ça a. D'où l'intérêt même si évidemment hein, les propos du flash pratique, c'est toujours autour de l'accueil spécifique des enfants en situation de handicap, mais j'ai toujours à cœur, parce que les collègues me le disent beaucoup, que ce qu'on découvre par le biais du handicap va du coup être Servir, utilisé, oui, servir complètement. à tous les autres enfants. Et là, sur la sensorialité, on y est exactement. Ok. Alors, ces deux autres Et sens, du coup, les deux autres sens qu'en fait on connaît, hein, c'est juste que on les on nommait a, pas. voilà, on n'a pas l'habitude de les nommer. Donc, la nociception, c'est le système sensoriel qui permet de renseigner sur la douleur, de percevoir quand on a mal. C'est vital. On en a besoin. Par Mhm. exemple, si on se brûle, le fait de ressentir cette douleur, ça nous permet d'enlever la main. Voilà, donc une piqûre d'abeille, enfin voilà, toutes ces choses-là, ça nous permet de nous renseigner si on se blesse, si on se fait une plaie, etc. Ça nous renseigne pour s'alerter et empêcher l'infection, soigner la blessure. Donc c'est un système qui est hyper important. Euh, Est-ce qu'on en parle maintenant dans le cadre du polyhandicap, du Oui, coup? Oui, on peut. on peut. Nous, c'est quelque chose qu'on peut retrouver auprès des enfants qu'on accompagne, des enfants qui ont une perception de la douleur qui est entravée. On a,
par exemple, un jeune qui s'est brûlé la main sur une plaque quand il était au domicile, parce que c'est tout un tas de comportements qui fait que c'était un peu compliqué de le surveiller pour la maman, etc. Et en fait, là où on peut se rendre compte à quel point son système ne l'a pas aidé, son système de perception de la douleur, c'est qu'il a gardé la main sur la plaque et donc la brûlure a été encore plus importante. Alors que une personne lambda, à peine touchée, aurait retiré la main parce que c'est brûlant, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver. Ça paraît, en tout cas pour ma part, hein, de ne pas avoir voilà, de formation médicale, paramédicale, ça paraît insensé, ça paraît fou, oui, de se dire mais comment c'est possible de ne pas ressentir la douleur, alors que si on passe par justement la connaissance de ces différents systèmes de perception sensorielle, on comprend que il y a des endroits où ça peut être défaillant en fait. Complètement. Et en fait, ça demande, du coup, on se rend compte qu'il faut d'autant plus les observer. On a des situations, on a des enfants qui vont tomber, se faire des fractures et pas forcément alerter les accompagnants. Et c'est au fur et à mesure dans des comportements où on voit qu'ils sont entravés sur le plan de la motricité, on se rend compte mais il s'est passé quelque chose, il est tombé, il s'est fait très très mal, il se passe quelque chose. Et c'est du coup on examine, il y a des radios et on se rend compte que il y a une fracture en fait. Donc c'est associé aussi dans le cas du polyhandicap aussi à des difficultés de communication qui font que c'est d'autant plus difficile. Mais il y a quand même, on peut percevoir quand même un système de la perception de la douleur qui est perturbée. On peut dire qu'il y a vraiment des personnes ou des enfants qui ne ressentent pas la douleur. Ça peut arriver, ça peut oui, être oui. vérifié. Ouais, donc, Ça peut arriver. Alors du coup, on pourrait comment dire, étudier ça de manière physiologique, etc., par des examens, mais en tout cas, dans les comportements, on peut le voir parfois. D'accord, d'accord. Et après, du coup, l'autre sens qu'on connaît, c'est le sens de la thermoception qui nous permet de savoir ce qui est chaud, ce qui est froid. Voilà. Et du coup, ça nous renseigne aussi sur comment on doit se comporter. Est-ce qu'il faut à un moment donné retirer la main, encore une fois, alors si c'est trop chaud, ça peut déjà être une alerte. Voilà, ça peut être sur des comportements, comment on s'habille, etc. Voilà, donc ces deux sens-là, ouais, moi que j'ai découvert avec toi, hein, en préparant le flash. Ok. C'est bon pour vous, les collègues? Vous nous dites si s'il y a besoin de s'arrêter sur quelque chose. Du coup, on vient comme un entonnoir. Là, on vient de plus en plus sur justement ce qui va faire particularité du point de vue sensoriel et qu'est-ce qu'il va y avoir comme expression de ces déficiences sensorielles. Alors, en fait, déjà, pour quand même donner l'explication, on a tous des particularités sensorielles. On peut tous avoir des choses qu'on aime moins que d'autres. Il y en a certains qui aiment pas se faire masser, par exemple, qui aiment pas qu'on les touche. D'autres qui vont avoir du mal avec une ambiance trop lumineuse, d'autres trop bruyante, etc. Donc ça, c'est des petites particularités qu'on a tous. Et puis, chez les enfants, ça peut arriver aussi, voilà, des petites difficultés dans certaines activités, mais on va parler d'un trouble à partir du moment où il y a une gêne dans l'activité de la vie quotidienne, où il y a des activités qui ne sont plus possibles d'être réalisées à cause de ces particularités. Donc voilà. Donc, là, il y a tout un tas d'exemples. Alors, peut-être que ça va parler aux collègues qui, du coup, sans qu'il y ait forcément un handicap repéré, diagnostiqué, dans leurs observations, elles ont pu déjà assister à ces particularités. On les a listées avec... Alors oui, je tiens à dire que ce diapo, il est très illustré par des vignettes et des schémas proposés par Hobbs Toys, le blog, là pour le coup, où ils sont très pédagogiques et où ils mettent à disposition, pardon, gratuitement des supports pour pouvoir effectivement comprendre différentes thématiques et là notamment sur la sensorialité, c'est très très riche. Donc du coup, j'ai pas hésité à m'en servir parce que je trouve que c'est vraiment visuellement très compréhensif.
mais sans manquer effectivement de citer ma sauce, parce que là, pour le coup, vraiment, ça leur appartient, mais c'est à disposition publiquement. Alors, ce petit schéma, voilà, on a je n'aime pas qu'on me brosse les cheveux, je n'aime pas les lumières trop vives qui m'agressent, je suis très sensible au bruit, fort, faible, je ne supporte pas la texture de certains aliments, ça on le rencontre pas mal aussi, je ne supporte pas d'avoir les mains sales, j'aime porter des choses lourdes, j'ai des difficultés dans ma motricité générale, faire du vélo ou courir peut être difficile pour moi, j'adore me balancer et tournoyer. Je n'aime pas trop qu'on me câline ou qu'on me chatouille. Je ne ressens pas la douleur comme les autres enfants. Je ne supporte pas d'avoir des étiquettes qui gratouillent. J'aime quand on me serre très fort dans les bras. J'ai du mal à effectuer des gestes fins comme écrire ou découper. Je mâchouille tout ce qui traîne. J'ai l'habitude de sentir, de flairer les choses. J'ai du mal à me concentrer sur une tâche. Et le dernier, je ne supporte pas certaines odeurs. Là, c'est vraiment l'observation, j'ai envie de dire, sur une période quand même assez étendue, qui va nous permettre de distinguer ce qui est de l'ordre de la particularité vraiment sensorielle. Je pense par exemple, là, je n'aime pas qu'on me brosse les cheveux. Les enfants sont pas toujours disponibles pour qu'on les coiffe. Je pense aux petites filles quand il faut dater, etc. Elles sont pas toujours disponibles, elles en ont pas toujours envie, etc. Mais c'est pas pour ça qu'il y a une particularité sensorielle. Complètement. C'est bien quand ça se répète, que ça vient empêcher aussi un peu les gestes du quotidien. Oui, et qu'il y a une réaction qui est aussi exagérée, Oui. ou à l'inverse, pas de réaction, pas de... Voilà. C'est là où on vient se poser des questions, en fait. On pourrait se dire que à partir du moment où, de notre place, là, des professionnels de l'enfance, il y a une expertise d'observation et du développement de l'enfant, on pourrait dire que c'est quand c'est inhabituel, quand un comportement ou une réaction nous paraît inhabituelle par rapport à la norme, j'ai envie de dire, hein, que du coup, on commence à zoomer davantage sur... Oui, tout en se laissant du temps, comme tu Oui. disais, voilà, de pas tout de suite focaliser, parce qu'il peut y avoir plein d'autres facteurs qui font que là, c'est pas possible tout de suite. Mais oui, se laisser du temps, discuter, discuter aussi avec les parents, parce que s'il y a des difficultés, ils les ont au quotidien, donc ils peuvent en parler. Oui. Et eux, ils peuvent valider justement, hein, au regard à la maison, toutes les situations, et justement, ils vont, je pense sur cet exemple des cheveux, eux vont pouvoir dire oui, effectivement, la question des cheveux, elle est vraiment problématique tout le temps, de façon récurrente. Et puis c'est une globalité, c'est-à-dire que ça va pas être juste pour une activité, ça peut être, voilà, c'est un ensemble, ça va se retrouver, ce comportement sur d'autres activités, etc. C'est un ensemble de choses. Ah oui, alors là, par exemple, ce que tu veux dire, c'est qu'on n'aurait pas une seule particularité. Oui, l'idée c'est que voilà, s'il y a une difficulté, s'il y a un trouble, il va pas se répercuter uniquement sur une activité, il va y avoir quand même un peu plus d'impact sur d'autres choses. Mais après, c'est de manière générale, même s'il n'y a pas de trouble à proprement parler, comprendre d'où ça vient et comment on peut aider l'enfant, même s'il n'y a pas de handicap, voilà, c'est intéressant, c'est les mêmes fonctions qui rentrent en jeu et voilà, on peut habituer l'enfant à certaines sensorialités et voilà. Ok, alors, du coup, hop, la représentation sensorielle au niveau du cortex. Là, j'ai trouvé ça très intéressant de nous éclairer là-dessus. En fait, c'était pour montrer. Donc ça, c'est un dessin qui s'appelle l'homonculus. Il existe. C'est la représentation au niveau de notre cerveau sur les zones en fait sensorielles de notre corps. Et en fait, il montre à quel point le visage et les mains, sont énormément représentés, ont plus de représentation que le reste du corps au niveau du cerveau. Donc en fait, ça veut dire que on a une richesse d'informations qui est bien plus importante au niveau du visage et de la langue particulièrement et de la main, notamment le pouce. Ça va nous apporter plus d'informations. C'est-à-dire que par exemple un petit poids,
si on touche un petit pois avec les doigts, Mhm. on va savoir de quelle taille il fait, la texture, on va la deviner. Mhm. Si on l'écrase, on devine comment c'est à l'intérieur. C'est un peu rugueux, tout ça. Enfin voilà, un peu sec. Avec la bouche, c'est pareil. On va ressentir des choses qui vont être assez fines. Si jamais vous mettez un petit pois sous votre pied, sous votre fesse, vous allez rien sentir ou à peine. Mhm. Vous n'allez pas pouvoir dire qu'est-ce que c'est. Mhm. Alors que du coup, quand on le touche et quand on le met dans la bouche, voilà, ça renseigne énormément. Donc voilà, c'est un peu pour vous expliquer à quel point c'est important en fait et que au niveau sensoriel, il y a énormément de choses qui se passent au niveau du visage et de la main. Et à l'inverse, c'est là aussi où il peut y avoir des, des difficultés aussi à toucher certaines choses, à ressentir, à goûter certaines choses, parce qu'en fait, les informations, elles peuvent être très très importantes et si on a un système qui n'arrive pas bien à décoder tout ça, c'est pour ça que c'est la première entrée qui peut être compliquée. C'est par le visage et par la main. Oui, C'est des zones plus sensibles. plus sensible, oui, c'est ce que je veux dire. D'accord. D'accord, oui, c'est important ouais, de nous le dire en fait, parce que c'est vrai que à la fois c'est évident parce qu'on vit avec, mais à la fois tant qu'on n'en parle pas, on ne prend pas conscience. Mm. Mhm. D'où les particularités au niveau des textures Oui, pour certains enfants ou dans certains oui, types de handicap. Je pense à un jeune qu'on accompagne et qui lui a toujours besoin d'avoir du plastique oui. hein, dans la main, en fait. Alors, possiblement pour le bruit, mais toujours de manipuler De toucher. ouais, de Mm. toucher du plastique. Et il peut, s'il n'a pas son plastique, il peut effectivement, à un moment donné, s'il en aperçoit, Mm. Lâcher pour aller oui, chercher. oui. Et puis même tout dégommer sur son passage pour aller chercher Mm. le plastique. Donc, on y reviendra sur la stimulation sensorielle, notamment dans certaines particularités. Donc voilà, donc la main et le visage, et particulièrement la bouche, la langue, les yeux, enfin après voilà, tout ce qui constitue effectivement le visage. Ok, ok. Donc, alors, les différentes approches. C'est là, Dana, où j'ai eu besoin de toi et où Mm. heureusement tu es arrivée sur ma route Mm. parce que je n'avais pas compris que cette approche-là dont tu vas nous parler, c'est une des approches, mais ce n'est pas l'exclusive. Non. Mm, Mm, mm. complètement. En fait, elle a un intérêt. Alors, du coup, c'est l'intégration neurosensorielle de Jeanne R, qui est une ergothérapeute et psychologue canadienne. Et donc, en fait, c'est une personne qui a pu développer les systèmes, enfin, réfléchir aux différents systèmes sensoriels et comment ils impactaient nos activités au quotidien. Donc en fait, elle a à la fois étudié ce système-là, et donc elle a apporté énormément sur la connaissance et euh, même si c'est des choses qui parfois pouvaient être perçues, elle l'a un peu plus conceptualisé, Oui, théorisé. ok. Voilà. Et aussi, elle a développé une thérapie basée sur cette intégration neurosensorielle. Donc, une rééducation ergothérapique. Voilà. Donc, c'est en ça où c'est plus sur ce versant-là. Voilà, c'est une approche. Il en existe d'autres. Et voilà, ça a été développé auprès d'enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. Mais les particularités sensorielles, elles peuvent se retrouver en fait à plein de niveaux, sur plein de pathologies en fait. Et c'est en ça, c'est comme elle a décrit ces systèmes sensoriels-là et leur impact sur le quotidien. C'est Et leur énormément impact sur les apporté. apprentissages. Les Hein? apprentissages Ok, ouais. scolaires, les activités de la vie quotidienne. Mhm, mhm. Ouais. Elle est importante parce qu'on peut dire qu'elle a défriché un peu à ce Oui, niveau-là. oui, oui. Oui, Bah oui, hein. elle est repartie en fait en expliquant voilà les difficultés qu'on pouvait percevoir dans les apprentissages. Elle a essayé de décortiquer, de montrer en fait quels étaient les éléments qui étaient perturbés en amont. Oui, Euh, voilà, et des capacités, des habiletés plus basiques pouvaient avoir un impact sur les activités de la vie quotidienne et des apprentissages. Donc, ça a mis en évidence
tous ces éléments-là. Du coup, on va visiter un petit peu Oui, son approche parce qu'elle permet aussi de catégoriser les différents troubles. Donc, du coup, oui, pour nous, ça nous donne une photographie. Et puis, les collègues sur Optoys, c'est exclusivement cette approche-là qui est décrite. C'est comme ça que moi, pour moi, il y a eu confusion parce que du coup, je pensais que c'était la seule approche, mais pas du tout. Et voilà, juste pour être averti que c'est ce qui est décrit sur Optoys. Néanmoins, je trouve que ça nous permet de bien... là où en fait on peut se dire il y en a d'autres, c'est parce qu'en fait elles se centrent sur la sensorialité. Il peut y avoir d'autres besoins suivant les difficultés de l'enfant. Il peut y avoir d'autres besoins qui ne sont pas uniquement sensoriels. Oui, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, ça renseigne sur quand il y a on verra plus tard les différentes hypersensibilités, hyposensibilités sur des comportements de l'enfant, ça va renseigner. Mais si jamais il y a une raison autre qui génère, par exemple dans les troubles du comportement, ils peuvent être générés aussi par une difficulté de communication. Oui, oui. Mhm. Donc quand il y a d'autres troubles associés, c'est pour ça que dans le cadre du polyhandicap, les enfants auprès desquels voilà, je travaille, on va comment dire, ça va pas être l'unique approche parce qu'il y a d'autres choses qui sont imbriquées en fait. Et donc c'est ce qui Travailler vraiment sur la voilà, globalité. oui. Donc ça D'accord. dépend vraiment, mais c'est intéressant parce que ça renseigne sur des comportements, sur Et puis, ça nous permet, pour nous, c'est pas du tout notre champ de formation, de pouvoir déjà avoir une photographie de... Ok, ok. donc du coup, donc elle explique que l'intégration sensorielle, c'est un processus neurologique. Donc en fait, comme on le disait tout à l'heure, on a dans le corps des sens qui envoient des informations au cerveau, qui va traiter, interpréter et qui va envoyer une commande à notre corps qui réagisse. Donc ça peut se retranscrire en gestes ou en comportement. Donc c'est tout ça, cette intégration sensorielle. Euh, et donc, en fait, c'est ce qui expliquait au niveau de la réception, de la modulation et de l'intégration des informations sensorielles. Et c'est ce qui va permettre à l'enfant de se développer de manière harmonieuse. Mhm, mhm. Mais on est d'accord que c'est vraiment, ça, c'est ce qui nous permet de nous comporter tous les jours et de vivre. Donc là, j'ai résumé, sentir, comprendre, organiser. Si c'est défaillant, ça vient perturber toute la machine, en fait. Oui, Hein, c'est ça, oui, oui. hein. C'est vraiment fondamental. Oui, après, on a sur la diapo d'après, pour pouvoir peut-être mieux comprendre ce que c'est celle d'après. Oui, donc c'est ça. Donc en fait, quand ce système-là, ça c'est le système sensoriel, quand on l'a décrit, c'est quand il fonctionne bien. Et Oui. quand il y a une défaillance de ce système-là, il va y avoir un impact sur les activités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quand il réagit, quand l'enfant réagit de manière plus intense ou plus de manière voilà sur un temps plus long et de manière exagérée par rapport à certaines situations, ou à l'inverse, qu'il n'y a pas de réaction, qu'il n'y a pas d'intérêt Mhm. pour telle ou telle activité. Voilà, on peut s'interroger. Et donc, elle décrit différents types de troubles suivant où est portée l'atteinte. Donc, elle décrit les troubles de la modulation sensorielle. Donc, c'est Oui. tout ce qui va être hypersensibilité, hyposensibilité, recherche sensorielle. On va le décrire tout à Oui. l'heure. Oui. Les troubles de la discrimination sensorielle. Du coup, ça va être des difficultés à toucher certaines textures ou à goûter certaines textures, etc. Les troubles moteurs à base sensorielle, pareil, on va développer plus tard, mais voilà, c'est tout ce qui est trouble postural. Les troubles praxiques, c'est le fait de pouvoir, le fait d'avoir des difficultés à réaliser un geste Oui. sans atteinte motrice. On a toutes les capacités pour réaliser le geste, mais du coup, on n'arrive pas, on ne sait pas comment faire. Et du coup, il y avait une autre ergo là que j'ai citée en bas, Oui, hein, qui disait que c'était quand même très théorique et que dans la réalité, c'était pas aussi simple.
que ça peut se Oui, combiner. oui, pour un même enfant, il Oui. peut y avoir des atteintes de la modulation sensorielle et des troubles moteurs à base sensorielle. Voilà, il peut y avoir des atteintes combinées, mixtes. Oui. Oui. Et sachant que, alors, je sais pas si j'ai bien compris, Dana, on est bien là sur cérébralement vraiment des milliards de connexions neuronales qui font que du coup, c'est pas un sens, mais c'est un système Mhm, sensoriel qui se relie à d'autres et tout est mhm, interdépendant en fait. mhm. Donc du coup, c'est une machinerie Oui, très complexe. d'interconnexion très très Ouais. complexe. Et qui commence déjà dans le ventre de la maman, en fait. Mm. Quand quand le bébé, quand il est encore dans le ventre, il va être soumis à des stimulations vestibulaires, proprioceptives, auditives, parce qu'on sait Oui. qu'à un certain moment, ils entendent ce qui se passe autour, les bruits autour. La vision, c'est le sens qui arrive le plus tard, en fait, au fur et à mesure du développement. Vers la fin, il a été démontré qu'il pouvait percevoir une lumière très intense. Le Mhm. fœtus dans le ventre, il pouvait percevoir une lumière très intense. Voilà, ça a été démontré. Mais c'est assez tard dans le développement. C'est tous les autres sens qui sont Tous les d'abord. autres sens, il y a même le gustatif, Oui. à travers du liquide amniotique. Voilà, donc voilà. Et puis quand le bébé naît, il y a tout un, voilà, c'est un chamboulement sensoriel. Et voilà, et ça Énorme. continue au fur et à mesure des, des stimulations sensorielles et de ce que l'entourage va proposer au niveau Mhm. sensoriel. L'enfant va se développer et va être plus à l'aise dans justement à force de connaître ces différentes expériences. Et c'est là où du coup on va parler d'intégration sensorielle où derrière il va être plus à l'aise pour réagir, etc. Ok. Les collègues ont l'air de nous suivre, hein. Vous nous dites, hein, les collègues, hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Du coup, je crois, Dana, que c'est la vignette suivante, voilà, sur laquelle on rentre un peu plus précisément sur ce premier trouble de modulation sensorielle. Oui. Donc en fait, on a tous un seuil de tolérance pour tel ou tel sens. Oui. Et en fait, suivant si la personne est en une hypersensibilité ou hyposensibilité, ce seuil, il va être pas positionné de la même façon. Par exemple, quelqu'un qui va être hypersensible au niveau du toucher, il va avoir un seuil de tolérance qui est beaucoup plus bas que la Mhm. moyenne. Parce Mhm. que rapidement, les informations sensorielles vont venir surcharger son système et il va avoir du mal à réagir, à décoder et à réagir derrière. Une personne qui, au contraire, va avoir besoin de beaucoup de stimulation, son seuil, il est beaucoup plus élevé. Peut-être que, voilà, l'enfant que vous décriviez qui est en recherche à la fois auditive et tactile du Oui. plastique, Oui. qu'est-ce qu'il recherche là, dans cette stimulation-là? Est-ce que c'est, voilà, est-ce que ça lui apporte des informations sensorielles qui lui manquent? Mhm. Voilà, mais c'est au travers d'une évaluation globale. Il y a peut-être d'autres choses qui sont perturbées, mais voilà. C'est un enfant qui est aussi toujours en mouvement, qui est en recherche de mouvement, pour pouvoir bien fonctionner. Par exemple, quand il y a une histoire qui est racontée, c'est un enfant qui va avoir du mal à s'asseoir, rester assis pendant qu'on raconte l'histoire. Il va avoir besoin de bouger pour être attentif. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas attentif, mais il a besoin d'être dans ce mouvement-là. Et alors, du coup, on peut, hein, dans les accueils de loisirs ou dans les crèches, hein, rencontrer des enfants comme ça avec cette. Alors, et surtout l'hypersensibilité, parce qu'évidemment, dans le collectif, c'est ça qui va mettre en difficulté. L'hyposensibilité, ça va peut-être plus se traduire par un enfant, justement, qui est dans son coin, silencieux, plutôt à l'écart. Oui, ou alors un enfant qui va mettre beaucoup à la bouche, par exemple, s'il y a une hyposensibilité au niveau oral, peut-être un enfant qui va mettre beaucoup de choses à la bouche parce qu'il a besoin d'apporter beaucoup d'informations Plus que sensorielles. la moyenne, tu veux Oui, dire, et au-delà de l'âge attendu. oui, C'est ça? oui, 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 bien sûr, parce Oui. qu'effectivement, en fonction du développement,
c'est quelque chose qui est totalement standard. Et oui. Et si on est sur du 4-5 ans et que ça continue à toujours explorer énormément par la bouche, du coup, ça peut nous interroger. Oui, ou nous renseigner, en fait. Quand on, c'est aussi là l'objectif d'en discuter là, c'est que du coup, des fois, il n'y a pas forcément, c'est surtout pour nous renseigner sur quels sont les besoins de l'enfant, en fait. Et de pas forcément à tout prix arrêter ces comportements-là. Parce que c'est peut-être des comportements dont l'enfant a besoin. Oui. Alors, c'est important, ça, d'avoir cette nuance-là et cette précision, puisqu'on est d'accord, toi, tu es du côté de, on va le voir après, à un moment donné aussi, tu es du côté de l'évaluation du profil. Nous, en crèche, en accueil de loisirs, on est du côté de l'observation. Alors, c'est vrai que je dis l'interrogation parce que avant de pouvoir transmettre à l'équipe, bien sûr, mais aux parents, on s'interroge sur effectivement l'utilité de cette observation, etc. Mais du coup, tu as raison, on peut nuancer en termes de nos observations en crèche, par exemple, vont nous renseigner sur comment répondre au mieux aux besoins de l'enfant. On se rappelle que en crèche, on n'est pas là pour rééduquer, voilà, pour travailler sur ce qui fait problème. Par contre, on va effectivement accompagner et noter que tel comportement peut être, on a observé, complètement rassurant et apaisant, ou à l'inverse, complètement... D'accord. Donc, tout ça pour dire que l'hypersensibilité, donc, elle peut toucher tous les sens, toucher olfactif, visuel, vestibulaire, auditif. L'hypersensibilité vestibulaire, Dana, impression que les choses vont trop vite. Oui, c'est un enfant qui va être perturbé quand il y a trop de mouvements autour, ou quand l'activité qui est demandée le déstabilise, voilà, qui va avoir besoin qu'on aille plus doucement, que l'environnement soit pas trop en mouvement autour de lui, voilà. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a l'exemple d'être malade en voiture. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ça. Mais du coup, par ma propre expérience, je me dis c'est aussi un sens qui peut se modifier. Moi, j'étais très malade petite en voiture, finalement pas tant en tant qu'adulte. Donc c'est pas figé non plus. Non, complètement. Au regard du développement d'individus. Complètement, et c'est pour ça que c'est intéressant, toutes les activités sensorielles diverses qui peuvent être proposées et qui vont du coup s'attarder à tous les sens dont on a parlé, parce qu'elles vont apporter des expériences sensorielles à la personne, et c'est au fur et à mesure de ces expériences sensorielles que du coup on s'habitue. Il y a un phénomène qui peut y avoir l'habituation, qui n'est pas toujours le cas. Des fois, là, ça fonctionne pas tout de suite comme ça, mais en tout cas, ça participe au développement, en fait. Et c'est une personne qui n'a pas eu l'habitude. C'est pour ça que c'est important, quand on parle de la petite enfance, de porter l'enfant aussi, ou de le mettre en mouvement, parce que ça contribue à son développement, en fait. Après, la difficulté quand même au quotidien et avec des groupes d'enfants importants, c'est jusqu'à quel point on stimule, jusqu'à quel point on invite à, on l'a tous entendu, bon, allez, essaye de faire ça, c'est important, ou goûte. Et effectivement, c'est partie de notre rôle que d'inviter, sauf que quand on est sur les particularités sensorielles, là, pour le coup, on n'est pas sur l'enfant lambda qui a quelques craintes et du coup, en l'encourageant un peu, ça y est, ça va pouvoir, ça va même l'aider à pouvoir découvrir une nouvelle expérience. Là, non. Là, on est sur quelque chose qui... C'est pas évident à observer ça, cette limite-là, en fait. Après, c'est comme on en parlait tout à l'heure, tout est question d'observation, de laisser du temps. Et quand on perçoit qu'une activité, elle met en difficulté l'enfant, ben on peut juste, voilà, ça renseigne déjà, c'est déjà énorme de savoir que ah ben là, je vois que c'est compliqué pour toi, cette activité-là. On peut verbaliser comme ça et en même temps, du coup, accompagner petit à petit l'enfant à... Ça ne veut pas dire que du coup, c'est une activité qu'il faut totalement arrêter pour cet enfant-là. Il faut proposer quelque chose de un peu moins compliqué pour lui. Voilà. Et on propose, effectivement, là, c'est bien l'enfant qui nous indique si l'inconfort est trop grand,
du coup, c'est ça qui nous permet de Oui. réajuster notre proposition. Et si vraiment c'est compliqué, que c'est une activité qui peut générer voilà, une entrave dans le quotidien ou dans les apprentissages futurs, etc., c'est important là du coup de consulter un professionnel. Oui, de transmettre. Ok. On est bon sur sur ce premier type de trouble. Discrimination sensorielle. Oui, du coup, dans les 3 troubles qu'elle décrivait, donc on a vu la modulation sensorielle, la discrimination sensorielle. Donc, c'est tout ce qui va être difficulté à interpréter les différentes informations sensorielles qui vont arriver. Du coup, ça peut se représenter comme une difficulté à goûter, à toucher, à sentir. Voilà, donc on en a parlé sur les troubles de l'oralité. Voilà, il y a des enfants qui ont des difficultés à toucher certaines textures, comme la pâte à modeler, ou comme on en a parlé, les plops, comment on appelle ça, Les slimes, les slimes, les voilà. pâtes, oui, oui. Et d'autres à l'inverse qui adorent ça. D'autres inverses, qui adorent ça. Oui. Voilà, c'est une odeur qui peut être compliquée. Voilà, mais donc du coup, quand il va y avoir un impact sur le quotidien, par exemple, que les repas sont très compliqués, il n'y a pas une diversité d'aliments qui peut être tolérée par l'enfant. Voilà, ça vaut le coup d'explorer à ce niveau-là avec un professionnel. Et toujours en respectant la limite de l'enfant, parce que ça sert à rien d'aller en forcing. Parce qu'en fait, physiologiquement, il peut pas. Il peut pas. C'est trop compliqué. C'est ça qu'on a à comprendre du côté des professionnels de l'enfance. Qu'est-ce qui est de l'ordre oui, du refus, de l'opposition, parce qu'il y a ça aussi, il y a ce stade-là où l'enfant, c'est aussi comme ça qu'il grandit, en disant non et en s'opposant. Et qu'est-ce qui est de l'ordre du développement psychoaffectif classique, et qu'est-ce qui est de l'ordre de la particularité sensorielle. Quand on est sur la particularité sensorielle, on est bien sur un empêchement fort physiologique qu'on ne peut pas dépasser simplement parce qu'on va nous encourager. C'est une question de volonté. De volonté, oui, voilà. C'est important ça qu'on l'intègre. Après, ça mériterait tout un flash pratique, je pense, le truc de l'oralité. Oui, oui. On l'envisage. Ouais, on l'envisage. Du coup, tu avais un exemple, tu te souviens d'un jeune homme oui, la question du coiffeur. Du coup, ça peut être, oui, c'est une activité qui peut être perturbée. Aller se faire couper les cheveux, c'est ressentir, enfin, au niveau sensoriel, ça peut être perturbant pour certains enfants. Le fait de ressentir les bruits, déjà, d'entendre les bruits qui peuvent être perturbants, un rasoir qui va vibrer, ça peut perturber et du coup, ça peut être une activité qui est complètement impossible à réaliser. Voilà, ou alors par exemple, laver les cheveux pour une petite fille, ça peut être très compliqué. Le jet de douche, l'information qui y arrive peut être voilà, très compliqué à gérer et ça peut être une activité qui est très 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 problématique et où il faut y aller très en douceur. Pour le coiffeur, du coup, est-ce que parmi les enfants et les jeunes que tu connais, est-ce que du coup, aller chez un professionnel, c'est pas possible? Est-ce qu'on fait venir quelqu'un dans l'environnement familier? Oui, oui, ça c'est quelque chose qui peut se faire. Je sais qu'à l'EAP, du coup, c'est comme ça qu'on fonctionne parce que déjà en termes d'accessibilité, en situation de handicap, c'est plus simple que ça se fasse sur son lieu de vie, mais aussi au niveau de l'accompagnement sensoriel qui peut être fait, l'accompagnement humain, parce qu'il doit être entouré de personnes qu'il connaît, et du coup c'est le coiffeur qui arrive dans son environnement à lui dans lequel il est à l'aise. Ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Ça veut dire que là, on va mettre bouchée double sur la précaution, la douceur, prendre le temps, parce qu'on est d'accord qu'à un moment donné, couper les cheveux, il y a besoin de couper les cheveux. Et effectivement, comme c'est un geste qu'il va falloir faire, c'est vraiment toute l'approche qui va faire que ça va être... Soit après, c'est dans les thérapies, soit on va être dans de la rééducation sur le plan sensoriel, soit on va être dans des adaptations qui vont faire que dans l'immédiat, on peut adapter
soit le type de matériel utilisé, soit mettre quelque chose qui peut comment dire, rassurer, apporter une information sensorielle rassurante qui permet voilà, d'accepter certaines stimulations. Là, l'approche par les professionnels, elle va être différente. Soit on va être dans la rééducation, soit on va être dans l'adaptation de l'environnement. D'accord, d'accord. Des fois, il y a les deux en même temps. Pas forcément besoin d'attendre, de rééduquer. On peut déjà tout de suite mettre en place des choses pour aménager, pour que ce soit plus confortable. D'accord. Ok. Et du coup, la troisième atteinte, c'est les troubles moteurs à base sensorielle. Donc là, on parle, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'atteinte motrice, mais il y a une difficulté sur le plan sensoriel qui font que les activités motrices sont moins faciles, en fait, sont en difficulté à réaliser. Donc là, par exemple, il y a les troubles posturaux, donc ça va être un enfant qui va avoir des difficultés à tenir assis, par exemple, sur une activité, tenir assis correctement sur du long terme. Là, rapidement, ça va chier, etc. Ou alors en position debout, avec des difficultés d'équilibre, etc. Mais c'est pas un problème moteur, c'est à la base Oui, le système sensoriel. soit la proprioception, soit le vestibulaire, Oui. qui fait que du coup, il n'arrive Voilà. pas à se mouvoir comme, Ouais. comme la norme. C'est C'est ça? ça. Avec une difficulté sur certaines activités. Mhm. Voilà. Et le trouble praxique, pareil. Et le trouble praxique, donc c'est la difficulté de réaliser certains gestes Oui. sans atteinte motrice. Donc, par exemple, dessiner, couper, ça peut être de l'ordre des activités de la vie quotidienne, lasser ses chaussures, mettre son manteau. C'est des choses comme ça où en fait au niveau du cerveau, nous quand on les fait, on n'y pense pas en fait. On a appris à les faire petit à petit et puis on ne réfléchit pas à comment on s'organise pour réaliser le geste. On réfléchit pas à comment on positionne le manteau, quelle main on va engager, Ça se fait de quel naturellement. côté, qu'est-ce qui va tenir le manteau, etc. Ça se fait naturellement. Un enfant qui a des troubles praxiques, ça va être très compliqué. Il va devoir conscientiser tout ça et ça va être même compliqué à se représenter là, comment il va s'organiser pour faire le geste. C'est pas évident, je trouve, en tout cas pour ma part. Alors après, je sais pas si les collègues se retrouveront dans mon ressenti, mais je trouve que c'est pas évident de comprendre ce phénomène-là. Il De n'y a pas comprendre les implications. oui, oui, de comprendre, en fait, de comprendre comment ça se passe, ou plutôt comment ça se passe pas. Là, pour réaliser un geste, donc mettre les chaussures, mettre le manteau, on est d'accord, c'est depuis le tout petit, l'enfant apprend par mimétisme et sans arrêt, avec la répétition, tac, ça s'intègre. Ok. Là, tu nous dis bien, d'un point de vue moteur, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de difficulté, de gestes, de mouvements, etc. Mais par contre, il y a des connexions qui ne se font pas pour qu'on effectue naturellement de mettre le manteau sans avoir besoin de se le visualiser avant. Donc, c'est notre corps, en fait, qui a enregistré cette mémoire et qui sait reproduire le geste. Et là, ça marche pas. Oui, ça marche pas et ça peut être difficile de le reproduire. Par exemple, il va l'apprendre sur une certaine activité, mais dès lors qu'on change le manteau, par exemple, il va pas faire le Ok, ok. Ok, bon, moi, ça m'interpelle. On va pas rester, on va pas rester là-dessus, mais je reviendrai sur cette réflexion-là parce qu'en plus, j'ai en parallèle euh, nos pratiques éducatives quand même, ou par mes connaissances. Bon, déjà, on a un peu tendance par nos modes de vie à bousculer les enfants, à faire vite. Et puis, voilà, je peux même moi me voir à vouloir à tout prix que ça fonctionne comme les 30 autres et que non, sur celui-là, ça fonctionne pas. Mais il Que faut je s'y prendre ne... différemment. Voilà, il faut s'y prendre différemment. Mais ne pas buter sur le fait que non, c'est pas possible. C'est pas possible que tu n'y arrives pas. Ah, Ouais, oui, ça, oui. c'est une phrase qu'on peut entendre même jusqu'à très tardivement dans nos façons éducatives, dans notre culture, on va dire.
Non, mais c'est pas possible. Je veux dire, tout le monde y arrive. Il n'y a aucune raison Mais que oui. toi, tu n'y arrives pas. Mais en fait, c'est Mm. troublant parce que c'est des situations de handicap qui sont invisibles, en fait. On Oui, ne voit pas, il n'y a pas complètement. une atteinte physique qu'on peut percevoir. Et du coup, voilà, quelqu'un qui est amputé, ben, c'est pas compliqué de comprendre qu'il puisse avoir des difficultés à un moment donné pour réaliser certaines activités. Alors que là, du coup, ben, il y a tout qui fonctionne visuellement. Oui, 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 Ah oui, oui, c'est compliqué. C'est oui. pour ça qu'on va s'interroger sur les comportements et comment, voilà, comment ça se passe au quotidien. Est-ce que au quotidien, sur certains types d'activités, il y a des choses qui sont perturbées? Parce que c'est ça qu'on va voir, en fait. Et c'est Mhm, l'ensemble de mhm. tout ça qui va nous faire dire, ah, il y a Et peut-être un souci. c'est ça que nous, sur les terrains, la petite enfance, enfance, c'est ça qu'on peut vous rapporter comme élément qu'on va transmettre Mhm. à l'équipe, aux parents, et que du coup, que les spécialistes, là, Mhm. pour l'évaluation, ces données-là du quotidien, la répétition de ce qui s'est observé, etc., c'est ça Mhm. qui peut servir à Mhm. établir un profil. Oui. Tout en étant vigilant quand on discute avec les parents parce que rapidement, on peut les effrayer, Oui, ça peut renvoyer à énormément de choses. Donc oui. voilà, Oui, c'est oui, ça sur la ouais. communication avec les parents. Ouais. Pareil, là, on pourrait, mais oui, 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 oui. Là, notre propos, c'est vraiment sur nous, dans nos observations, Mhm. comprendre ce qui, a priori, on ne comprendrait pas et qui, Mhm. du coup, sur lesquels on buterait. Ok, ok, ok. Les collègues semblent tous nous écouter attentivement, à t'écouter surtout. Voilà, n'hésitez pas, hein, si, s'il y a même des exemples que vous rencontrez et auxquels vous pensez au fil des diapos. Alors, celle-là, Alors du coup, ça c'est un schéma qui a été réalisé par des ergothérapeutes qui se sont inspirés du coup de l'intégration neurosensorielle de Janel pour expliquer, pour illustrer cette intégration. Donc en fait, ils expliquent que ça part du coup du système nerveux central. Donc pour résumer, c'est le cerveau et tous les nerfs qui sont dans notre corps, qui sont en rapport avec le cerveau, en fait, qui vont renseigner le cerveau. Et donc en fait, on a après, c'est tous les systèmes sensoriels dont on a parlé. mhm, mhm, Et ils vont avoir du coup une incidence sur le développement sensorimoteur de l'enfant, mhm. qui après va avoir une incidence sur le développement perceptivo-moteur. Donc là, c'est écrit en petit, mais Oui, du tu coup, vois. voilà, on a tout ce qui est autour de l'attention, du contrôle oculomoteur, donc qui va être quand on dessine, il y a à la fois le regard, la main, on va se le regard va renseigner sur les mouvements aussi. Par exemple, quand on va se tourner pour aller chercher quelque chose, il y a ce regard-là qui va entraîner le reste du corps. Et donc quand c'est perturbé, là aussi on peut avoir une perturbation sur les activités. Et donc ce développement perceptivo-moteur, après, il va permettre aussi le développement de la cognition et de l'intelligence au travers des activités de la vie quotidienne, les comportements et les apprentissages scolaires. Et donc, en fait, ça illustre quand il y a des difficultés à ce niveau-là, au niveau des apprentissages scolaires, ça peut être intéressant, voilà, de se renseigner d'où vient la problématique et ça peut venir au niveau des systèmes sensoriels qui sont entravés. Ça veut dire que cette pyramide-là, je crois, on avait dit, Anna, qu'elle était intéressante parce que là encore, elle montrait que là où, pour moi, le système nerveux central, c'est le système de pilotage, en fait, qui commande tout Oui. dans notre corps. Et à partir du moment où les systèmes sensoriels vont être défaillants ou perturbés, du coup, ça peut ou ça va avoir nécessairement des conséquences sur euh, les différentes étapes de développement par ailleurs. Sensorimoteur, c'est le sensoriel qui nous renseigne et qui nous permet euh, de se déplacer. Alors, Qu'est-ce qu'on appelle sensorimoteur, toi, ou perceptivo-moteur, sensorimoteur, sensorimoteur. ouais. Bah, du coup, là, on va retrouver les différents. Donc, le schéma corporel, c'est ce qui va, comment dire, c'est Ah oui. comment on imagine
son corps, oui, voilà, Oui, comment comment on s'imagine les différentes parties de notre corps, comment on le perçoit. oui, on se le représente. Oui. Oui. Après, vous avez la planification motrice, c'est comment on va s'organiser, comment on va organiser les mouvements. Donc ça va rentrer aussi dans le cadre des praxis, etc. C'est-à-dire que ce qu'on a vu tout à l'heure, les différents systèmes sensoriels, les 7, là, grosso modo, répertoriés, c'est eux qui vont participer Ah oui, on les voit. En à... fait, ils sont en jaune là. Ah ouais, c'est Donc ça. à la base, en fait, C'est c'est ça. ça qui va Ok, être la base de toutes ces activités, des apprentissages, des activités de la vie quotidienne et des comportements. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est uniquement, quand il y a des perturbations à ce niveau-là, c'est uniquement sensoriel. sensoriel, oui. Ça Non. dépend vraiment de la situation. Mais chez un enfant qui n'a pas d'atteinte motrice, ça peut être le cas. Dans le cas du polyhandicap, c'est pour ça que nous, on doit être vigilants par rapport à ça, parce qu'il peut y avoir d'autres intrications, en fait, d'autres atteintes. Ok, ok, ok. Ah oui, on a Christelle Mallet. Coucou Christelle, Bordeaux de Saint-Laurent. Christelle, elle a une petite demande justement sur une ergothérapeute. Christelle, vers 11h20, si tu veux bien te resignaler, et du coup, je demande à Dana. Et là, comme ça, on poursuit parce que je jette un œil à l'heure. 11h, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Alors, on a mis cette vignette-là aussi pour pouvoir du coup présenter les 3 métiers qui travaillent là-dessus. Et puis, je te laisse dire sur donc l'ergo, le psychomote. Oui. Ouais. Alors du coup, en fait, en ergothérapie, on va s'intéresser, notre cœur de métier, c'est l'activité humaine. Donc, quel que soit l'âge. Et donc là, on est dans le cadre des enfants. L'idée, c'est on intervient dès lors qu'une activité habituelle pour un enfant est perturbée. Que ce soit le jeu, que ce soit s'habiller, manger, se reposer, se laver, toutes ces activités-là et aussi les apprentissages scolaires ou préscolaires. Dès lors qu'il y a une activité qui est perturbée, on peut intervenir et en fait on va questionner l'environnement humain, soit les parents ou ceux qui l'accompagnent en crèche ou en école, sur les activités qui sont perturbées et on va aller chercher l'origine en fait de ces perturbations-là. Donc au travers d'une évaluation. Et cette évaluation-là, après, va nous permettre d'établir un plan d'intervention, soit de la rééducation, pour permettre de retrouver ces fonctions-là, pour réaliser ces activités signifiantes, soit de mettre en place des aménagements de l'environnement pour permettre l'autonomie de la personne dans les activités qui sont signifiantes pour elle, c'est-à-dire qui sont importantes pour elle, qu'elle a envie de réaliser. Voilà. Donc ça, C'est comme ça qu'il peut avoir un lien entre justement l'ergo et l'autorisation des parents, bien sûr, mais avec l'ergo et la structure d'accueil pour pouvoir effectivement, dans le prolongement, mettre en Ah oui, place. complètement, parce que du coup, c'est vraiment le cœur de métier, c'est que toutes les activités puissent être réalisées, quel que soit le lieu de vie, en fait. Donc, oui, il y a des ergothérapeutes qui vont dans les écoles ou qui travaillent en interaction avec les enseignants et d'autres professionnels paramédicaux. Et du coup, le psychomote, Alors, du coup, nos collègues psychomotes vont s'intéresser à tout ce qui est le rapport entre le corps, son environnement, son ressenti, son affectivité, tout ce qui est autour du vécu corporel, euh, et voilà comment ça peut impacter son, son, son action autour de tout son environnement, etc. Donc, ok, et l'orthophoniste, sur tout ce qui et est... l'orthophoniste, alors du coup, les orthophonistes, elles ont différents rôles. Elles vont avoir un rôle à la fois sur tout ce qui est aussi apprentissage. Je ne sais pas si c'est connu cette intervention-là, parce qu'on les connaît pour travailler sur le langage, etc., sur les troubles de l'oralité. Peut-être ça commence à être bien connu. Mais il y a aussi tout ce qui est autour des apprentissages.
fonctionnement cérébral, etc., au travers de certaines activités. Et dans le cadre de l'intégration sensorielle, il y a beaucoup de travaux qui s'inspirent des travaux de Jane Eyre autour des troubles de l'oralité, voilà, qui sont centrés là-dessus. En fait. Donc, du coup, Dana, est-ce qu'on peut dire que ces 3 métiers, ces 3 spécialités-là, vous avez une formation sur la sensorialité, sur les particularités sensorielles et vous prenez en compte? Alors oui, de manière généraliste, on a cette formation-là. Après, dans le cadre de l'intégration neurosensorielle avec cette thérapie-là, qui est une démarche en rapport avec les activités humaines, etc. Ça, c'est une formation spécifique. Même les ergothérapeutes ne sont pas tous formés en France. Voilà, c'est beaucoup plus répandu au Canada. Ça commence à se répandre en France. Voilà. Mais après, tout ce qui est connaissance des systèmes sensoriels et leur implication, etc., oui, c'est quelque chose qui est... Ça fait partie de votre formation, ça. Pour après, avec des spécificités suivant le professionnel. D'accord. D'accord. Alors, du coup, on a une collègue, Céline. Voilà, Céline qui nous dit, nous avons accueilli jusqu'à ses 5 ans un petit garçon atteint de troubles autistiques. Je retrouve beaucoup de troubles décrits. Il aimait faire du bruit en criant, riant fort, sauter, taper fort avec ses talons. Ne mangeait pas de morceaux et très peu à la crèche. Avait des difficultés à toucher la peinture. Donc là, effectivement, on a les spécificités décrites. Nadia qui nous dit, je n'ai jamais vraiment rencontré d'ergo dans les camps, dans les CMP, HDJ, c'est dommage. Ouais, mais c'est ça arrive. Oui, après ça dépend des régions. Une région, je sais pas, on n'est pas trop représenté dans ces établissements-là, dans ces services-là. Après, ça se développe beaucoup en libéral. Beaucoup plus qu'avant. Il y a un petit réseau, nous, avec lesquels on travaille. Là, ça fonctionne bien. En parlant de petits réseaux, j'en profite. La demande de Christelle, il me semble, de mémoire, c'était si Dana avait quelqu'un, une ergothérapeute, un ergo sur Saint-Laurent-du-Var. S'il y avait quelqu'un vers qui on pouvait se tourner pour la collègue. Si c'est le cas, du coup, je te mettrai en lien avec Christelle. Du coup, Patrick, bonjour Patrick Mansuetti, docteur Mansuetti. Oui, je me souviens bien, docteur Mansuetti, on avait été en lien téléphonique. Pédiatre de crèche, je vous conseille de lire l'article sur la fantaisie du Science et Vie de décembre 2023. Il parle de la capacité de visualiser un objet ou une action et celui d'octobre 2023 sur l'empathie. Je serais d'avis d'une plus grande intervention des ergots et psychomotes en crèche. Oui, merci. Merci Patrick. Moi, je prends note de l'article, des articles que vous nous proposez. Et puis, oui, bien sûr, intervention des ergots et des psychomotes en crèche. Alors, il y a quelques collègues qui travaillent avec, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore la norme. Mais c'est des métiers qui existent, on voit ergo depuis quand même de nombreuses années. Mais à mon niveau, j'ai envie de dire, moi, j'en entends parler que depuis quelques années. Il y a 20 ans, je n'entendais pas parler et je ne sais même pas si j'aurais su que ça existait. Oui. Et c'est ma rencontre avec toi qui me permet d'affiner la connaissance du métier. Oui. On ne comprend pas forcément, quelles sont nos implications et le champ d'intervention est vaste, donc c'est de tous les âges, donc c'est vrai que les actions vont être un peu différentes, mais la base, c'est ça, c'est l'activité humaine, qui nous porte. Et donc, du coup, oui, c'est intéressant qu'il y ait des interventions qui puissent se faire dès le plus jeune âge, parce que on sait que c'est quand on est tout petit que la plasticité cérébrale est la plus importante. D'investir cette professionnelle, donc c'est intéressant de voir dans la globalité quels sont les besoins de l'enfant pour pas surcharger de thérapie. Mais c'est vrai que, comme le disait le docteur, d'intervenir dans des structures,
Ça permet justement de ne pas alourdir l'accompagnement des enfants, de ne pas alourdir sur leur planning journalier et hebdomadaire, et aussi de pouvoir avoir une action globale, en fait, parce que des fois, une intervention spécifique auprès d'un certain jeune peut avoir un impact, comme vous disiez, sur les autres jeunes, ça peut leur servir aussi. Et puis de manière globale, hein, parce que bon, à chaque fois, il y a des interventions individuelles, mais les problématiques, elles peuvent être différentes sur un groupe, en fait. Je ne sais pas si je suis claire, mais l'aménagement des espaces et pas juste pour un enfant. Oui. Et dans les activités qui peuvent être proposées, etc. Enfin, voilà, et là, du coup, ça veut dire qu'un enfant qui serait suivi par un ergothérapeute, on pourrait imaginer que les séances de l'ergo se fassent au sein de la structure d'accueil. Oui, suivant les objectifs recherchés, etc. Il y a peut-être des choses qui peuvent se faire, au contraire, oui. D'accord. Ça permettrait d'alléger les journées des enfants. Oui, plutôt qu'il aille à sa séance ortho, à sa séance psycho, etc. Et puis ça s'inscrit dans... parce que le but, c'est pas qu'il y ait des rééducations qui se fassent et que du coup, les progrès se fassent en rééducation uniquement. L'intérêt pour l'enfant, c'est que ce soit des progrès sur sa vie quotidienne. Ça n'a pas de sens de faire des progrès dans le bureau de l'ergothérapeute ou de l'orthophoniste ou de la psychomote et que derrière, il n'y ait pas une implication dans son quotidien parce qu'il y a une déconnexion totale entre les deux espaces. Alors que si ça se passe peut-être sur le lieu de vie, ça aura un impact un peu sur les accompagnants et voilà, même le professionnel peut se rendre compte de certaines problématiques dans le quotidien qu'il n'y a pas dans une salle où tout est épuré, où c'est organisé pour que l'enfant... Après, c'est intéressant aussi qu'il y ait ces espaces-là. Oui, parce que pour travailler certaines choses, c'est intéressant aussi parfois que ce soit épuré, qu'on puisse se focaliser sur certaines habiletés. Mais c'est intéressant aussi de travailler dans la globalité et dans le vécu. Dans le vécu. Ouais, c'est pour ça que l'activité humaine, on l'avait mis c'est ce qui m'a permis vraiment de comprendre la spécificité de ton métier. Ok, alors là, voilà, le profil sensoriel, bilan et prise en charge. On s'était dit, pareil, comme on disait un petit peu quelque chose. Comment se font les bilans? Moi, j'en ai aucune idée avant de te rencontrer. D'accord. Il y a plusieurs types de bilans qui ont été développés par Jeanne Eyre également. Celui-là, le profil sensoriel, il s'inspire des travaux de Jeanne Eyre. Oui. Mais du coup, il s'adresse à tous les professionnels qui peuvent suivre une formation pour pouvoir administrer ce bilan-là, les professionnels de la rééducation ou les médecins, les psychologues. Et donc, c'est une série de questions qui se rapportent à des comportements, voilà, des actions qui se passent autour de la vie quotidienne, comment ça se passe. Et ça s'adresse, du coup, c'est des questions qui s'adressent aux parents et aussi aux accompagnants en crèche ou école, etc. Et donc, ça permet de comprendre, en fait, l'impact de ce traitement d'informations sensorielles sur la vie quotidienne. En fait. On va déceler des comportements ou des actions et du coup, on va essayer de voir quels sont les systèmes qui peuvent être touchés. On a des hypothèses. Quels sont les systèmes qui peuvent être touchés et ça va guider en fait à la fois les interventions des professionnels de l'éducation et à la fois les accompagnants sur des aménagements qui pourraient être faits ou en tout cas ne serait-ce que de comprendre le fonctionnement de l'enfant. Pourquoi il fonctionne comme ça et comment il fonctionne, de quoi il a besoin pour être bien. Et après derrière, voilà, on peut mettre en place des aménagements. Et du coup, il n'y a qu'un type de bilan ou il y a plusieurs types de bilans? Il y a plusieurs... Ça, c'est le profil sensoriel. C'est un bilan à proprement parler. Qui découle de l'approche de Jeanne Eyre, c'est ça? Oui. Voilà, d'accord. Ok. Quand on parle profil sensoriel, c'est toujours par son approche à elle, mais ça demande aux professionnels d'être formés. Non, pas forcément. Ça demande d'avoir des notions sur l'intégration neurosensorielle, sur
les troubles du traitement de l'information sensorielle, qui sont en fait la théorie des systèmes sensoriels, pas la rééducation. Ça demande des notions sur ce qu'on avait dit au départ, les différentes atteintes, hypersensibilité, hyposensibilité, vous D'accord. voyez. Ça demande des notions. Mais ça, en fait, quand on se forme au profil sensoriel, c'est des Vous notions les qui avez, sont les... un peu D'accord, abordées. d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que tout ergothérapeute peut faire un bilan? Alors, pour le profil sensoriel, il faut être, c'est mieux d'être formé. Oui, être formé. Là, je pense aux professionnels qui auraient à orienter aussi des parents. Du coup, quel est le conseil à donner là de se tourner vers un ergo, mais voilà. Formé ou pas, c'est ça? Oui, pour aller. Après, de manière générale, euh, comment dire, c'est le cœur du métier, donc qu'il soit formé ou pas, il y a quand même, il peut y avoir des aménagements qui peuvent être faits, il y a quand même de la rééducation qui peut être faite. Cette approche-là, elle a été, comment dire, elle a été étudiée, il y a eu des recherches, il y a des preuves de son intérêt dans certaines activités de la vie quotidienne, etc. Après, il y a, voilà, différentes sortes d'approches. Maintenant, c'est mieux, oui, dans le cadre où il y a un trouble du neurodéveloppement, c'est mieux d'être formé. D'accord, d'accord. Ok, Après, c'est un bilan qui est assez accessible et c'est pas forcément un ergothérapeute qui peut l'administrer. Ce bilan-là, le profil sensoriel, il est ouvert. Un médecin qui est formé peut l'administrer, d'accord, un psychométricien, un d'accord. psychologue. Voilà. Ok, Mais ça demande une petite formation, voilà, pour pouvoir l'interpréter les résultats interprété, ouais. correctement. Parce que c'est ça le but. Ok, ok, ok. Alors, donc la prise en charge, euh, tu en as parlé. Alors, docteur Mansueti qui dit, je peux vous adresser un bilan que je pratique dans les crèches de 2020. Il associe les bilans CANS, PCO et les liens associant un geste à la compréhension, la mémorisation, l'empathie. Écoutez, Patrick, moi je suis preneuse hein, pour vos illustrations avec plaisir. Oui, tout à fait. Alors, 11h16, on est pas mal, Dana. Je te laisse continuer donc sur une autre approche là. Donc là, on quitte l'approche de Gen R et là, c'est une autre approche existante, hein. Je vais juste récupérer ma petite fenêtre. Voilà. Alors oui, c'est une approche qui a été développée par un psychologue allemand, Andreas Fröhlich, et donc qui s'appelle la stimulation basale, qui a été développée auprès d'enfants, de personnes en situation de polyhandicap. Du coup, c'est les personnes auprès de qui moi je travaille. Et donc, en fait, le but de cette approche, c'est vraiment une manière d'entrer en communication avec ces personnes qui sont vraiment en situation d'extrême vulnérabilité. Donc voilà, qui ont une atteinte globale de, de tous les sens. Il y a au niveau sensoriel, au niveau moteur, au niveau cognitif, relationnel, et donc des personnes qui sont en situation d'extrême dépendance et où on peut de premier abord se dire que rien n'est possible. Et en fait, c'est une manière d'entrer en relation avec eux et de se rendre compte de leur possible et de leur apporter les stimulations qui sont essentielles pour leur développement. Donc lui, il revient vraiment à la base du toucher, du vibratoire, du vestibulaire. Et donc voilà, c'est une approche qui n'est pas une rééducation, ce sont des choses à utiliser, des outils à utiliser au quotidien, dans le quotidien de la personne polyhandicapée. Et tu disais, qui permet, La rencontre et voilà, oui, la connexion avec l'autre et oui, les échanges, voilà. l'entrée en relation, c'est pas la rééducation qui est Non, visée là, c'est vraiment non, voilà. l'entrée en lien. Oui. C'est ça, hein. Oui. Stimulation basale, tu m'expliquais en préparant que on revient, oui, sur des stimulations telles qu'on les fait avec des tout petits, en fait. Oui, La oui. caresse, les jouer avec la bouche. C'est ça, c'est une stimulation Oui, qui... revenir à
oui, c'est pour ça qu'il appelle ça Oui, basal, oui. c'est revenir à des fondamentaux, voilà, qui rappellent aussi des stimulations qui sont faites pour le fœtus dans le ventre de la maman. Voilà, tout ce qui est au niveau vibratoire, vestibulaire, c'est des choses qui sont importantes. Il décrit, par exemple, à titre d'exemple, à quel point les vibrations vont donner une information de globalité du corps, en fait, parce que ça va résonner dans tout le corps et ça va renseigner sur une unité de son corps, en fait. Voilà, chose qui n'est pas forcément évidente pour ce type ces enfants qui sont atteints, qui sont en situation de polyhandicap, où ils peuvent avoir des difficultés motrices et sensorielles qui font qu'ils vont avoir du mal à percevoir tout leur corps, etc. Donc, l'idée, c'est de revenir à cette base-là. Il y avait l'exemple de Romain, je me souviens plus. Ah oui, du coup, on avait un jeune, à titre d'exemple, un jeune qu'on accompagne à l'EEAP Henri Germain quand j'exerçais. Donc c'est un jeune qui avait un schéma en extension, une hypertonicité, il partait pour différentes raisons. Par exemple, il avait des difficultés à avaler sa salive et du coup, voilà, il y avait une toux associée qui du coup générait une tension dans le corps, etc. Et pour arriver à le rassembler, à l'apaiser, donc du coup, on faisait des petits tapotements au niveau du sternum qui apportait une vibration sur tout son corps et automatiquement, il s'apaisait, il commençait à détendre tous ses muscles, voilà, il revenait en position assise plus ou moins classique. Oui, oui. Tout simplement en tapotant. Juste en tapotant. Il y avait son sourire, le sourire sur son visage. Voilà, c'était une approche qui fonctionnait bien avec lui, comme d'autres approches. Alors, les psychomotriciens sont très formés à la stimulation basale et ils peuvent beaucoup renseigner les éducateurs autour de cette approche-là. D'accord, d'accord. Ok. Ensuite, on a... Et du coup, le Snozelen dont vous aviez parlé, du coup, on avait évoqué. dans les précédents classes pratiques, donc c'est un concept hollandais qui veut dire c'est le raccourci d'un mot, de deux mots en fait, renifler et somnoler. Et donc, en fait, c'est une approche, encore une fois, qui est une manière d'entrer en communication avec des personnes qui ont des difficultés, justement, sensorielles ou de communication. Ça s'adresse au départ, je crois que ça avait été développé auprès d'enfants qui avaient des troubles autistiques, puis ça a été développé. Maintenant, ça s'adresse aux personnes âgées. Au niveau, pour les enfants en situation de polyhandicap, c'est aussi beaucoup utilisé. Mais du coup, dans le tout venant, en fait, on se rend compte de l'intérêt parce que donc ce sont des stimulations multisensorielles. Donc l'idée, c'est de vraiment apporter des stimulations sur tous les plans, tous les différents sens. Il peut y avoir des odeurs aussi qui sont, je sais pas si c'est connu, mais en tout cas, on peut faire diffuser une certaine odeur. Il y a du coup, au niveau visuel, il y a les matelas hauts pour tout ce qui est vestibulaire, voilà, tout ce qui est texture, il y a des jeux texturés, etc. Et l'idée, c'est d'apporter cette diversité de sensorialité pour permettre la rencontre avec l'autre. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion de l'exercer, par exemple, auprès de personnes adultes, personnes âgées, atteintes de maladie d'Alzheimer. Et c'est vrai que en préparant la salle, en fonction de ce qu'on peut imaginer qui peut être intéressant pour la personne, il y avait vraiment une entrée en relation qu'il n'y avait pas en dehors de cet espace-là. Il y a un apaisement et il y a vraiment une détente et ça libérait des choses. La personne se mettait à chanter avec des paroles, une chanson qu'elle ne chantait pas en dehors, en fait. Et ça a débloqué des choses. Et vraiment, on est dans la communication et l'échange, la rencontre. Ouais, c'est chouette. C'est chouette et on est bien là sur aucun résultat recherché, si ce n'est d'apaiser. J'ai reçu, suite au premier flash pratique sur la sensorialité au mois de septembre, j'avais fait passer l'annonce. J'ai plein de collègues qui m'ont envoyé des photos de ce qu'elle et elle mettaient en place en s'inspirant de Snozelen. On sait que Snozelen s'est déposé et que du coup, il y a que peu de structures qui ont le budget pour pouvoir vraiment l'adapter tel quel, mais c'est pas grave, on s'en inspire,
Voilà, et du coup, il y a sur plein de structures, là, il y a vraiment des choses très, très chouettes qui sont faites. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin du flash, Dana. Hop, je passe l'avant-dernière. Oui, bah, c'est un récapitulatif des outils qui peuvent être utilisés suivant les particularités sensorielles. Aujourd'hui, on est très, très bien documenté. On a beaucoup d'illustrations. Donc là, les collègues, pareil, hein, je vous ai mis, c'est Optoys. Vous pouvez la télécharger, ce guide des outils, selon la particularité sensorielle. Il y en a déjà que vous utilisez beaucoup. Il y en a qu'on vous présente dans les journées de sensibilisation. Voilà, on vous laisse. Et puis, on va tenir à mettre Oui, les petits oui, instruments de les instruments musique, de musique. la musique, c'est vraiment, ça stimule des sens qui sont vraiment intéressants. Au niveau vibratoire, au niveau auditif, ça apporte beaucoup d'éléments et on est sur des outils basiques qui peuvent servir à tous les enfants. Un petit bémol sur sur les gilets lestés, juste, Oui, c'est à utiliser de manière voilà, c'est réfléchi avec un professionnel c'est important de pas dépasser 10% du poids de l'enfant. oui, oui, Voilà, bon, oui. On est d'accord que là, oui, par contre, on est bien là sur, effectivement, ça va être des spécialistes hein, qui oui, vont prescrire, on va dire, ce genre d'outils. OK. Et puis, les activités sensorielles aussi. Toi qui m'as parlé des comptes sensoriels, je ne connaissais pas. oui. Oui, bah, l'idée, c'est que au travers des activités qui sont proposées aux enfants, se rendre compte comment on peut les optimiser, comment on peut faire pour stimuler tous les sens. Donc, au travers des contes, on peut vraiment mettre en place des bruits, des sons qui sont en rapport avec l'histoire, des images, des textures, pour vraiment faire vivre le conte. Oui, Et donc ça peut aider les enfants en situation de handicap. En tout cas, dans le cadre du polyhandicap, on l'utilise beaucoup, de plus en plus. Et voilà, mais du coup, ça, c'est utile pour tous. ouais, pour tous. Bon, après, les collègues de la petite enfance, elles sont habituées à faire vivre les histoires qu'elles racontent. Mais voilà, on peut encore y Oui, aller voilà, on peut y davantage. aller et Ouais, voilà, se sentir à l'aise avec ça ouais, et se complètement. dire à quel point ça peut les aider. Complètement. Après, voilà, c'est la diversité des activités qui sont proposées. Il peut y avoir tous ces parcours sensorimoteurs avec différents obstacles, etc. La musique, on en a parlé. Et juste une petite aparté sur les pauses sensorielles. Oui, Parce qu'au oui. travers de toutes ces stimulations, c'est important aussi d'aménager des temps de pause. Et justement, pour les enfants en situation qui ont des particularités sensorielles, s'intéresser à qu'est-ce qui les apaise au travers de l'évaluation des observations qu'on a pu faire. Qu'est-ce qui apaise tel enfant? Bah, et un enfant, l'apaisement, ça va être d'écouter de la musique. Un autre, ça va être le silence. Un autre, il va avoir besoin d'aller faire un tour en extérieur, voilà, de se mobiliser, même de courir. C'est ça, ça va être sa pause à lui, en Oui, fait, oui. de courir, D'aller de décharger, se oui. décharger. Mhm. Donc, c'est propre à chaque enfant, mais d'aménager ça pour pas Oui. surcharger. Accueil de loisirs, Mmh. on a de plus en plus de coins cabanes Oui, qui sont oui, ça confectionnés, fonctionne super bien. ouais, les petits coins cabanes. Et pareil, qui Ben, profitent c'est à ça, du tous. coup, ça profite à tous. Donc, ça demande une petite organisation pour tourner, mais ouais, c'est très... OK. Et hop, je crois qu'on a terminé, Dana. Voilà. Donc, là, j'avais mis un peu quelques sources. Du coup, les collègues, voilà, il est 28. Je vous envoie le petit sondage si vous voulez bien y répondre en attendant le sondage. Et puis nous, on va conclure. Pourquoi j'ai pas le sondage? Non. Voilà, et normalement, il se lance pas. S'il lancé. Voilà. Voilà.
Donc, merci à vous si vous voulez bien y répondre. Donc, Dana, mille merci, mille merci. Alors, ah oui, il y avait juste un petit commentaire de Docteur Mansueti qui disait: Je vous conseille une action concernant les enfants hypertoniques, les placer en position fétale, tête fléchie, jambes regroupées, travailler la sensorialité avec des pinceaux fins, des plumes sur le visage. Merci, Docteur Mansueti. Les collègues entendront votre proposition. Merci Aurélie, à très bientôt. Merci beaucoup. Donc, Merci. Dana, tu es tenue à mettre que ta participation était précieuse, parce que c'est comme ça que je le pense et que je le vis. Donc, merci à toi. Voilà, n'hésitez pas, les collègues, à faire des retours, mais je pense que c'est un flash pratique là, qui a été riche pour nous, vraiment d'informations et de choses, en tous les cas pour ma part, voilà, que je ne connaissais absolument pas. Et, euh, et du coup, Dana, oui, c'est la collègue Christelle qui demandait si, est-ce on peut te demander, est-ce que tu as des collègues ergo un petit peu, Ah oui, oui, oui. à qui on peut s'adresser, quoi. Oui, oui, on essaie d'avoir un petit réseau, pas hésiter. D'accord, d'accord. Donc, Christelle, si tu es encore là, autant je te donnerai le mail, Dana, c'est possible pour toi Oui, hein, oui, c'est d'avoir possible. tu t'adresseras directement à Dana et puis elle te renseignera. Voilà. Nadia, merci pour cette approche très riche, indispensable à pratiquer en crèche. Christelle, merci. C'est top. OK. Hop. Roxane, merci beaucoup. Toujours très enrichissant. Merci, Roxane. Euh, à très, très bientôt. 11h31. On est très bien sur le timing. Bravo, 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 Dana. Merci à toi. Un bon travail d'équipe. Ouais. Hein, on a bien Ouais, travaillé, on a bien préparé. C'était chouette. Voilà, j'attends que les collègues finissent de remplir le sondage. OK. Christelle, merci pour cette riche intervention. Merci Christelle. Ben, merci à vous, hein, Jennifer. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre, de répondre présent à la proposition. Et puis c'est grâce à vous, moi, que c'est grâce aux collègues hein, que je repère un peu les besoins et du coup j'ai les idées qui me viennent en disant tiens, est-ce que ça pourrait être intéressant sur telle ou telle thématique. Donc là encore du travail d'équipe. Et c'est comme ça que qu'on est plus fort et qu'on avance. Ça paraît très cliché, mais j'en suis tellement convaincue. Dans le milieu de l'accompagnement en général et dans le milieu de l'accompagnement des enfants en situation de handicap en particulier. Voilà, ne pas rester seul et se nourrir. Ah oui, oui, complètement. Puis c'est enrichissant aussi pour les professionnels de la rééducation, Ah d'avoir oui, aussi des retours ou des questionnements, voilà, sur différentes approches, sur ce qu'ils vivent au quotidien, oui, etc. Donc, c'est toujours intéressant d'être dans l'échange. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans le poste que j'occupe actuellement, c'est que justement, on sort de la salle de rééducation, on va vers les lieux de vie. les lieux de vie. Ouais, exactement. Ça, on est bien. Alors, il y a encore un peu de route à faire, mais je trouve que ça y est, hein, il y a de plus en plus de différents secteurs, champs qui travaillent, enfin, qui vont en tous les cas à la rencontre les uns des autres. Voilà. Oui, un Après, peu plus. un peu plus qu'il y a 20 ans, notamment, quoi. Mm. Patrick, je vous remercie. Désir approfondir ces expériences. Oui, 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 bien sûr, Patrick. Geneviève, merci pour cette intervention. Belle journée à vous. Ok, je vois que voilà, les personnes ont répondu au sondage. Donc, on va mettre fin. Oui, Dorian, merci beaucoup. Je dis oui 100 fois oui pour un flash sur le trouble de l'oralité. Ce serait super pour le personnel de cantine qui attend préjugés, à tel point qu'on peut faire de l'adaptation à l'accueil de loisirs, mais sur le temps scolaire, malheureusement. Bonne fête de Bernadette à tous et toutes.
Oui, merci Doriane pour ta suggestion. Effectivement, les troubles de l'oralité, je l'ai noté. Il faut que je vois pour l'envisager sur 2024. Et là aussi que j'ai les invités en conséquence parce que besoin de gens spécialisés là Mm. pour nous évoquer ces troubles-là. Ok, merci à tous. Je vais mettre fin au webinaire. Il reste encore quelques collègues connectés, mais généralement, c'est les collègues qui oublient de se déconnecter. Donc, merci à tous et à toutes. À très bientôt. Vous recevrez le programme du PRH avec les actions du premier semestre 2024 juste avant les vacances de Noël. Et en attendant, ben, bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine si on ne se repasse pas sur le terrain avant ça. Au revoir, bonne fête et merci. Au revoir. Attends, il faut que je n'ai plus ma fenêtre pour mettre fin à la réunion. En plus. Pourquoi ça se présente pas comme d'habitude? Ah, voilà. Ciao, ciao tout le monde.